devenir simplement un instrument d'un gouvernement, quelque chose de technocratique, et qui se permet encore de remettre certaines choses en question pour le bien des patients, pour rester une médecine de qualité. Et on est en face d'un autre symbole qui est le symbole de l'ordre des médecins. Alors c'est un ordre auquel on croyait, on espérait, enfin, les missions de cet ordre, c'est quand même de défendre cette médecine de qualité, de garder une éthique médicale. Dans cette éthique médicale, il y a une chose très importante qu'on nous a apprise, c'est d'abord de ne pas nuire, et une autre chose très importante, c'est le consentement éclairé. Alors je pense que Pascal Sacré a bien défendu ces deux points-là, et ce qui est triste, c'est que c'est justement en ayant défendu ces deux points-là que peu de médecins à l'heure actuelle malheureusement défendent, qu'à l'heure actuelle on lui demande de s'en expliquer. Alors voilà, on est dans une situation où on voudrait faire croire qu'il n'y a qu'un seul traitement, enfin qu'une seule façon d'aborder cette crise, c'est de vacciner tout le monde avec quelque chose qui est prétendument 100% efficace et tout à fait inoffensif. Alors, quand on creuse un peu, comme le docteur Sacré l'a fait et d'autres, comme moi aussi, on s'aperçoit que non, il n'est pas 100% efficace. Un vaccin, on s'attendrait à ce qu'il protège de la maladie. Ben non, on peut encore l'avoir. On peut même faire des formes graves. Est-ce qu'éventuellement il empêche qu'on le propage, on propage cette maladie? Ben non, là non plus. Le vaccin ne permet pas d'empêcher la propagation. Et donc voilà, le problème c'est que si on se permet de critiquer ça, de dire ça, et je me permets de le faire, et probablement que je vais endurer les foudres pour ça, mais tant pis, si on se permet de le dire et donc de pratiquer un consentement éclairé, eh bien on se retrouve à devoir s'en expliquer devant l'ordre des médecins, et ça c'est pas normal. Par ailleurs, l'autre principe qui est important, c'est d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire, ça veut dire qu'il faut soigner dès les premiers symptômes, comme on le fait en général pour n'importe quelle virose. Et là, on se retrouve avec une médecine qui a pour consigne de laisser les gens chez eux avec du paracétamol. Alors c'est une grande première, on n'a jamais vu ça. Et voilà, là aussi on se demande pourquoi l'ordre des médecins ne fait rien quand on apprend que certains patients se sont gravement détériorés, ont fini aux soins intensifs, parfois sont décédés parce qu'ils n'ont pas eu les soins pourtant qui fonctionnent. Je veux dire, je me rappelle même d'une vidéo de M. Van Ranst qui disait que l'hydroxychloroquine était un médicament qui fonctionnait contre le SARS-CoV. Il disait même que s'il allait à Wuhan, il en prendrait de façon préventive. Et il ajoutait que si on trouvait un traitement, il faudrait de toute façon le comparer à l'hydroxychloroquine parce que c'est quand même quelque chose qui fonctionne et qui n'est pas cher. Alors, je ne sais pas s'il est devenu muet entre-temps, mais quand il a vu clairement qu'on a critiqué ce médicament, qu'on a dit qu'il ne fonctionnait pas, ben j'ai pas entendu M. Van Ranst se lever pour dire ben attendez, c'est faux. Hein, donc, et personnellement, quand j'ai eu la Covid, j'ai utilisé l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le zinc, tout ce qui était prévu par le professeur Raoult, qui est quand même quelqu'un que je respecte beaucoup. Et ça a marché.
En 2 jours, j'étais sur pied. Si bien que quand Louis Fouché nous a parlé de mettre au point Covid-Soins, donc un système où des médecins bienveillants et sans œillères, comme Pascal aime bien le dire, vont soigner les gens le plus précocement possible, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et on a lancé ça. Et sur le mois de janvier, plus de 8000 personnes ont été soignées par ce service et ne sont pas décédées. Donc je pense que c'est effectivement sur cette voie-là qu'il faut aller. Alors Pascal est aussi incriminé parce qu'à un moment donné, il a dit, écoutez, il faut quand même cultiver la joie entre vous, essayer de quand même faire la fête, se serrer dans les bras, etc. À une heure où on prônait la distanciation sociale, la bulle de 6 et j'en passe. Et les couvre-feux et tout ça. Je me rappelle qu'au tout début, il y avait une déclaration qui a été faite par 3 épidémiologistes. Un de Oxford, l'autre de Stanford et le 3e, je pense, de Harvard. Donc des gens quand même qui ont un certain renom. Et ces épidémiologistes disaient, dans une déclaration qui s'appelle la déclaration de Great Barrington, qu'il fallait soigner les gens d'une façon tout à fait ciblée. Donc ne pas mettre le masque à tout le monde, laisser l'économie et la santé publique des gens qui ne sont pas malades se dérouler normalement. Alors on a fait tout le contraire. Je pense que le docteur Fauci, de son côté, a bien œuvré pour que cette déclaration ne soit pas prise en considération. Et on a vu ce que ça donnait, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout été efficace. Et même quand un grand épidémiologiste, le docteur Ioannidis, a démontré l'inefficacité et même la nocivité de ce genre de mesures, ça n'a absolument pas infléchi les directives gouvernementales. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour faire entendre raison, mais je pense que quand le docteur Sacré disait que oui, il faut se prendre dans les bras, il faut continuer à fêter, à être joyeux, plutôt que de rester dans la peur, c'est quelque chose qui est non seulement tout à fait raisonnable, mais ça aurait non seulement permis à cette économie de ne pas être sacrifiée comme elle l'a été, mais aux gens, d'un point de vue santé mentale, de se porter beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Alors, juste un petit mot sur le fait que les prises de position du gouvernement ne souffrent aucun débat. Quand on a le malheur de dire quelque chose d'autre, on est censuré dans les réseaux sociaux, un peu partout, ou appelé ici devant l'ordre des médecins. Et on s'aperçoit, comme disait le professeur Raoult, que ce n'est pas du tout une démarche scientifique. Une démarche scientifique, c'est quelque chose qui, comme le disait Karl Popper, nécessite qu'on ait une condition de falsifiabilité, c'est-à-dire qu'on puisse imaginer le contraire, le tester, et si ça ne marche pas, on reste sur les positions, mais ici ça n'a pas été fait. Et donc dans ce cas, on n'est pas dans une démarche scientifique, on est dans quelque chose qui est proche de la doxa, d'un dogmatisme religieux. Et ce dogmatisme, il repose sur 4 piliers, selon Jean-Dominique Michel, qui est un anthropologue de la santé, qui a bien étudié les choses. Il repose sur 4 assertions. La première, c'est qu'on a affaire à une maladie gravissime. Bon, j'ai vu des images de Wuhan où des gens en blanc, avec masque et cagoule, ramassaient des personnes qui tombaient dans la rue. J'ai pas vu ça ici, personnellement. Hein. Donc, on a tous les ans, malheureusement, des systèmes de santé qui sont engorgés, mais j'ai pas vu non plus les gouvernements accorder davantage de lits et de soignants. Je les ai vus imposer des masques et donner des mesures de 250 € à ceux qui ne les portaient pas, mais rien n'a été fait pour soutenir dans les hôpitaux les efforts des soignants.
Donc, maladie gravissime, quand on voit les chiffres, il n'y a pas eu de surmortalité. Hein, le professeur de Brouwer l'a démontré, le professeur Toubiana l'a démontré, et le professeur Raoult a encore démontré, en montrant les chiffres, qu'il n'y a pas eu de surmortalité liée au Covid. Donc des personnes malheureusement sont décédées, ce n'est pas une simple grippe, on est bien d'accord. Je l'ai faite moi-même et j'étais pas très fier à ce moment-là, c'est clair. Et surtout si on ne les soigne pas, ça peut être très grave. Et je suis tout à fait compatissant pour les personnes et les familles qui ont eu cette maladie. Mais elle a essentiellement frappé des personnes qui étaient fragilisées, hein, surtout. Elle ne frappe pratiquement pas les enfants, donc le bénéfice-risque n'y est pas quand on dit qu'il faut les vacciner eux aussi. Par contre, le produit qu'on leur injecte est susceptible de leur donner quand même des cardiomyopathies, et ça c'est pas rien, hein, sans compter les choses qu'ils peuvent avoir dans les prochaines années, parce que là aussi, je ne sais pas si vous savez combien de temps on met pour faire sortir une molécule, que ce soit vaccin ou médicament. Oui, j'entends 10 ans, ben, c'est entre 9 et 15 ans. Et ici, au bout de 6 mois, non seulement on sort quelque chose que les firmes, et pas n'importe quelle firme, des firmes qui ont plusieurs milliards d'amendes déjà à payer pour des publicités mensongères et autres, ces firmes, 6 mois après, sortent un traitement qu'ils prétendent absolument miraculeux. Et en plus, c'est quelque chose qui utilise une technique qui n'a pas encore été comment dire, appliquée chez les humains dans ce cadre-là. Donc, si on se permet de douter, c'est quand même un peu normal. Hein, mais c'est pas autorisé. Alors, la deuxième chose qui est... la deuxième assertion qui est fausse, hein, c'est qu'il n'y a pas d'autre traitement. Il n'y a pas de traitement à cette maladie. On sait bien qu'il y en a. Hein. La troisième, c'est que finalement, seul le vaccin peut non seulement être efficace, mais apporter une rémission de la maladie un peu partout. C'est oublier un peu vite qu'il y a un réservoir animal. Et je pense que toutes ces assertions sont faciles sur base scientifique à démontrer comme étant fausses. Et malgré ça, la plupart des gens continuent à fermer les yeux. Alors je ne comprends pas, mais j'espère que vous retiendrez bien ces facteurs. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre pour ouvrir les yeux vous-même et peut-être décider d'ouvrir les yeux à d'autres. Voilà, merci.